America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Lakhdar, coordonné par Sami Haheli, Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Les médias de l'entité d'occupation rapportent que la guerre à Gaza a ébranlé les fondements, indique-t-il, de l'exécutif de Benjamin Netanyahu. Ben Gvir menace de renverser son premier ministre et de dissoudre le gouvernement de l'entité. L'armée d'occupation, et après avoir fait une énième démonstration de son vil usage de la force en prenant pour cible, via des snipers, des enfants à Jenin, cette dernière s'est retirée du camp après 48 heures de présence. Avec nous en ligne, Monsieur Abou Ali, Saïd Abou Ali, شكرا لحضوركم معنا سيدي. جنين هي اليوم القلب النابض للمقاومة الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. نترحم على جميع شهداء الوطن في غزة وفي الضفة وفي جنين وفي كافة أماكن. Nous nous recueillons à la mémoire de tous les martyrs à Gaza, en Cisjordanie, à Jenin, là où se trouve le peuple palestinien. Cette occupation a pour objectif de tuer, de détruire, de déporter, sans rendre de compte, face à un silence total, arabe et international. هناك عشرات الشهداء يقعون يوميا في مناطق الوطن. Cette occupation tue sans avoir besoin de motifs. Des dizaines de martyrs sont recensés quotidiennement à travers tout le territoire. Les exécutions sont publiques, froidement exécutées par des soldats des forces spéciales. Ces agressions sont constantes et quotidiennes. سيد أبو علي، الأمس اعتبر الاحتلال جنين منطقة عسكرية، ماذا يعني هذا؟ هل هنالك تواجد أكبر لقوات الاحتلال العسكرية في جنين؟ ما حدث بالأمس هو تحويل جنين ليست إلى بعد أنه هناك فقط بس أريد أنه هناك سماع دوي رصاص. إذا بس تفضلت بس دقيقة. تفضل. جنين الآن هي سكنة عسكرية تحولت بعد فصلها وعزلها عن باقي محافظات الوطن وإحاطة كافة مداخلها بحواجز. Jenin est aujourd'hui une caserne militaire. Après l'avoir isolée des autres gouvernorats, bloqué ses accès par des checkpoints de l'occupation, par des blindés, par l'aviation. C'est devenu une caserne, l'entrée de milliers de soldats de l'occupation, totalement armés dans les camps, couverts par l'aviation, des drones, avec pour mission des assassinats de jeunes. بحق الشبان والأهالي والمواطنين من خلال تفجيرها عن بعد، أي أن هذه الطائرة تدخل Des drones munis de caméras sont dirigés, puis introduits dans des maisons ou un quelconque autre lieu, puis explosés à distance. Jenin est une caserne où sont concentrés des milliers d'éléments des forces d'occupation. تمركزهم يكون في مخيم جنين. سيد أبو علي، هل هنالك اعتقالات وبأي عدد؟ هناك اعتقالات حدثت بالأمس. Hier, il y eut des dizaines d'interpellations. Des jeunes ont été arrêtés, puis emmenés vers des lieux inconnus. D'autres semblent encore sous les décombres. Les blessés sont transportés vers les hôpitaux. La plupart sont encerclés actuellement. سيد أبو علي، هدنة سارية المفعول في غزة، هل عوضت غزة بجنين؟
هذا الشيء الذي يحاول L'occupation veut diriger sa colère contre Jénine et les autres gouvernorats en Cisjordanie, où les agressions de l'occupation sont aujourd'hui quotidiennes. Les colons bloquent les différents accès qui lient les villes et les villages. كافة محافظات الضفة تتعرض يوميا إلى اعتداءات من قبل جنود الاحتلال وجيش الاحتلال والمستوطنين الذين يغلقون الشوارع الرابطة بين المدن والقرى الفلسطينية. بالأمس كان هناك هجوم على بلدة قصرى التي سقط منها قبل شهر تقريبا. Hier, Qosra a été attaqué. 6 Palestiniens de la ville pris pour cible par des colons sont tombés en martyrs. Il y a de cela à peu près un mois. المستوطنين إلى القرى والبلدات النائية أو البعيدة عن المدن. L'armée de l'occupation entre à Jenin dans le but de tuer, de détruire et d'interpeller. Ils s'introduisent à Jenin, tuent et se retirent. Et après 2 ou 3 jours, ils reviennent et refont le même procédé. الشوارع في جنين حاليا غير صالحة للمشي عليها سواء للجنس البشري أو للمركبات. ونحن على أبواب فصل الشتاء هناك بيوت هدمت وقصفت أصحابها خرجوا منها بمنظر أشبه بمنظر النكبة. الاحتلال أصبح يعتبر جنين هي معقل المقاومة في الضفة الغربية ويحاول كسر صورة جنين. يعني كسر المقاومة في جنين، هذا هو الهدف. لن يستطيعوا كسر المقاومة لا في جنين ولا في رام الله ولا في القدس ولا في غزة ولا في L'occupation ne pourra pas casser la résistance. Ni à Jenin, ni à Ramallah, ni à Al-Quds, ni à Gaza, ni à Naplouse. Nulle part. La résistance est inscrite dans les gènes du peuple palestinien. Un héritage transmis de génération en génération jusqu'à la libération entière de notre pays et l'établissement d'un État avec Al-Quds comme capitale. فموضوع المقاومة هو موجود في جينات الشعب الفلسطيني من جيل إلى جيل وستبقى تورث إلى أن يشاء الله بتحرير هذه البلاد وأن يقيم دولتنا بإذن الله وعاصمتها القدس الشريف. سيد أبو علي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا سيدي. شكرا. وشكرا لك وللشعب الجزائري الذي لا نكن له سوى الحب والتقدير والاحترام ونعتبره الشق الثاني من الرئة. حماكم الله وحفظكم الله. إن شاء الله نلتقي على أرض القدس ونحن محررين ومقيمين دولتنا المستقلة. من هنا من أرض جنين إلى كل مواطن ومواطنة على أرض الجزائر على أرض هذه البلد الطاهرة والمباركة ونسأل الله أن يديمكم وأن تنعموا دائما بالأمن والأمان والصحة والخير والبركة. الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني إلى جانب فلسطين هو أضعف إيمان سيد أبو علي. شكرا لك. بارك الله فيك وأسعد الله كافة أوقاتكم. Inch'Allah, wa fika baraka, shukran. Abou Ali est un citoyen de Jenin et il était avec nous à partir de Jenin. Nous, on est là d'abord pour faire notre travail d'avocat vis-à-vis de la cour, vis-à-vis du procureur et de lui dire qu'on a vu ce qui se passait et que ça justifie la plainte pour génocide. Mais on est également là pour les Palestiniens, pour leur dire vous avez maintenant une armée d'avocats. Il y a 300 avocats à travers le monde qu'on a réunis en 10 jours, c'est-à-dire qu'on peut en avoir 3000. Et quoi qu'il arrive, la cause des Palestiniens sera entendue devant tous les tribunaux internationaux ou les tribunaux nationaux. 117 organisations, 298 avocats de plusieurs pays ont saisi la Cour pénale internationale pour lui demander de se pencher sur le génocide à Gaza. La requête de 49 pages déposée sur le bureau des victimes de la Cour et enregistrée par le bureau du procureur de cette instance internationale retrace le cadre général concernant la situation dans la région. Avec nous en ligne, Monsieur Juan Branco, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes avocat, docteur en droit. Vous avez également travaillé au sein de la Cour pénale internationale. Monsieur Branco, vous avez accepté de représenter bénévolement toute victime de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, ainsi que tout membre de leur famille dans les juridictions nationales, ainsi que devant la Cour pénale internationale. Où en sont vos démarches aujourd'hui, Monsieur Juan Branco?
Nous avons en effet ouvert la porte à ce que notre cabinet représente pro bono tous les Palestiniens qui sont victimes de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Nous avons été sollicités par plusieurs dizaines de personnes. Alors nous avons déjà constitué 5 victimes à la Cour pénale internationale pour des crimes que nous avons voulu assez différents, c'est-à-dire cela va évidemment de la mort de proches, que ce soit des parents, des enfants, des membres de la famille, des blessures, mais également des dommages qui sont malheureusement devenus banals, communs et acceptés, comme la destruction complètement gratuite et injustifiée d'immeubles, de maisons, Oui. d'appartements, et enfin des dommages indirects, parce que cela nous semble important. Alors par exemple, nous avons le père d'une personne qui est mort, décédé d'une crise cardiaque suite à un bombardement, alors que nous avons tous les bilans médicaux qui démontraient qu'il ne souffrait d'aucune pathologie effectuée quelques semaines auparavant. Donc vous voyez, en faisant ainsi, on essaye de couvrir un champ assez large qui permettent d'aller chercher les responsabilités les plus évidentes d'assassinat, de meurtre, mais aussi celles qui pourraient sembler moins importantes pour montrer en fait la panoplie des souffrances que connaissent les Palestiniens aujourd'hui. Ça, c'est sur le niveau de la Cour pénale internationale. Oui. Et au niveau national, c'est là où nous sommes face en fait à un système qui cherche à intimider les victimes, c'est-à-dire que les personnes qui ont été évacuées, de par exemple les binationaux franco-palestiniens, et qui étaient sur place et qui ont été victimes de crimes, ont très peur d'engager des poursuites. Ils ont peur en fait des conséquences que cela pourrait avoir sur leur vie de la part de pression des autorités israéliennes ou françaises. Et donc nous sommes dans un travail en fait de mise en confiance avec un collectif en fait qui s'est créé pour essayer de leur démontrer qu'ils n'ont rien à craindre et qu'ils peuvent engager ces poursuites qui pourraient avoir des conséquences extraordinaires, parce que la Cour pénale internationale, on sait comment ça marche. Moi, Oui. j'ai travaillé là-bas en 2010. On a déjà reçu une délégation palestinienne à l'époque qui avait tout fait pour essayer de saisir la Cour, et la Cour avait au contraire tout fait pour éviter d'intervenir. Ils n'ont ouvert une enquête que 11 ans plus tard, en 2021, sans avoir lancé le moindre mandat d'arrêt à ce stade, alors que ce serait d'une facilité déconcertante de poursuivre, par exemple, le ministre Ben Gvir, ne serait-ce Oui. que pour ses déclarations, c'est-à-dire sans avoir à faire d'enquête ou quoi que ce soit. Donc il ne faut pas espérer la Cour. Il faut faire comme l'a fait le gouvernement algérien, c'est-à-dire faire pression sur la Cour, lui exiger de se montrer à la hauteur de sa tâche, tenter de la saisir par tous les moyens possibles et imaginables, ainsi que la Cour internationale de justice, et à côté, lancer des procédures à l'échelle nationale avec des juridictions indépendantes et plus rapides, que ce soit en France, en Espagne ou ailleurs. Vous vous êtes montré sceptique sur l'aboutissement des plaintes au niveau de la Cour pénale internationale. Vous avez à l'instant également évoqué des mesures ou des démarches engagées par des États. Vous avez cité l'Algérie. Au niveau de quelles instances ces démarches pourraient être déposées ou conduites, l'on va dire? Par exemple, l'Algérie pourrait saisir la Cour internationale de justice au titre de la violation de la Convention concernant le génocide, à laquelle Israël était partie, et il pourrait obtenir un avis de la Cour internationale de justice qui démontre en urgence, avec des mesures provisoires, que Israël est en violation des dispositions de cette convention et donc en violation du droit international. Ça, ce serait une mesure symbolique mais extraordinairement puissante, parce que vous savez bien que la légitimité de l'État d'Israël repose principalement sur l'Holocauste qu'ils ont subi pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc justement la notion de génocide est très sensible en Israël. Et donc si on démontrait que cet État actuellement est en train de commettre des actes de génocide, eh bien il y aurait là évidemment symboliquement un coup qui serait porté. Nous, ce que l'on recherche par ailleurs, c'est un soutien des États. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec Ione Belarra, qui était jusqu'à il y a peu ministre en Espagne, avec des gouvernements d'Amérique latine. C'est par ailleurs un soutien aux démarches individuelles, parce que imaginez par exemple qu'une juridiction française soit saisie par un franco-gazaoui Oui. pour une procédure pour crime contre l'humanité. Le juge indépendant, si les faits sont établis, et je pense qu'il serait facile de les établir, peut émettre à ce moment-là des mandats d'arrêt internationaux contre les dirigeants israéliens qui considéreraient responsables, comme ils l'ont fait, des crimes commis, comme ils l'ont fait par exemple récemment contre Bachar el-Assad. Est-ce que ça veut dire qu'Israël va arrêter ses propres dirigeants? Pas du tout. Mais par contre, ça veut dire qu'un dirigeant israélien qui viendrait en France ou même dans un quelconque pays de l'Union européenne, eh bien, courrait le risque de se faire emprisonner. Cela s'est fait. Cette crainte pourrait produire un effet dissuasif très important. Pardonnez-moi, cela s'est déjà fait avec notamment Tzipi Livni. Cette dernière s'était rendue dans un État en Europe ou encore au Maghreb. Elle a été alertée, elle a quitté aussitôt avoir été avertie cet État. Donc, est-ce qu'il vous semble que c'est une démarche suffisante? Comment faire pour rendre ce procédé beaucoup plus dissuasif qu'il ne l'était précédemment?
Si ça arrive, si une juridiction indépendante européenne se saisit de cette question, fait sérieusement son travail et qu'en conséquence de quoi les dirigeants israéliens ne peuvent plus mettre les pieds au sein de l'Union européenne, cela peut avoir des conséquences qui sont extraordinaires. Alors évidemment, d'un point de vue diplomatique, il faudrait aussi réfléchir à des sanctions, à des restrictions de visa et ainsi de suite. Mais là, en tant que citoyens et avocats, nous avons une marge de manœuvre bien plus réduite parce que ce sont nos représentants qui prennent ces décisions. On sait le manque de courage qui peut les habiter. Et donc, ce qu'il nous reste, c'est l'arme du droit, c'est l'arme de la justice et c'est l'arme de la justice pénale qui fasse que même si on n'arrive pas à les arrêter et à les juger, ils sauront que les conséquences de leurs actes pourront être très lourdes à l'avenir et donc cela aura un effet dissuasif qui aurait déjà dû être mis en œuvre. Si la CPI ou des juridictions nationales européennes étaient déjà intervenues au sujet des conflagrations précédentes, que ce soit la guerre de 2014, 2008 et ainsi de suite, il est certain qu'Israël n'aurait pas fait usage d'une telle violence à l'égard des populations palestiniennes en 2023. Et donc cet effet de restriction, il peut avoir une puissance qui nous semble déjà très opportune. Et après, ensuite, évidemment, à chaque État de prendre ses responsabilités dans ses relations bilatérales avec l'État d'Israël. Aujourd'hui, le procureur aurait déjà pu émettre des mandats d'arrêt sans même avoir à se rendre sur le terrain ni enquêter, en se basant simplement sur les déclarations de ministres du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il y a dans ces déclarations des éléments qui sont constitutifs de complicité de crimes contre l'humanité, selon la jurisprudence du droit international de Radio Milcolin, du tribunal pour le Rwanda, où l'incitation à la commission de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes contre le génocide peut être réprimée. Donc il suffisait de regarder la télévision, de noter les propos du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Agriculture, de M. Ben-Gvir et ainsi de suite, pour pouvoir décerner des mandats d'arrêt, tant les termes étaient violents et incitaient à la commission de ces violences. Et je ne parle même pas, évidemment, après des bombardements d'hôpitaux et ainsi de suite, dont le procureur de la Cour pénale internationale, que le procureur de la Cour pénale internationale, d'ailleurs, a essayé de relativiser en prétendant qu'il fallait voir s'il y avait un objectif proportionné et ainsi de suite. Donc en ce sens, moi je trouve que la position du gouvernement algérien, elle est saine, parce que d'un côté, elle n'est pas membre de ce système de Rome qui, en effet, on le voit, est quand même systématiquement orienté pour défendre les intérêts occidentaux et des puissances occidentales, et de l'autre, il sollicite quand même que cette instance agisse et respecte son propre statut en cessant d'être spectatrice de sa propre déliquescence. Et dans cela, l'opération de communication qui a été montée par mon confrère Gilles Devers et les 300 confrères qu'il a mobilisés, elle peut être utile tout simplement pour montrer qu'il ne s'agit pas d'une question de capacité, mais une question de volonté. Donc c'est simplement une guerre de communication qui est menée là avec la Cour, et nous, ce que l'on fait par contre, c'est plutôt un petit travail de fourmi, victime après victime, pour leur permettre déjà de participer à ces procédures et donner de la chair et des corps, en fait, incarner les injustices que souffre le peuple palestinien, parce qu'à un moment donné, les chiffres, que ce soit 300 avocats, 20 000 victimes, 4 000 enfants, ça finit par quelque part désincarner la situation. Or là, on veut montrer comment, dans le détail, photo après photo, document après document, en fait, les vies ont été brisées de façon parfaitement injustifiée. Vous êtes un avocat connu comme étant difficile à convaincre. Est-ce qu'il vous semble que cette démarche a des chances d'aboutir ? Moi, je suis assez convaincu que sur le long terme, si notre travail de conviction de binationaux à l'échelle nationale porte ses fruits, qu'avec tous les obstacles que l'on va tenter de nous mettre, nous allons aboutir à des mandats d'arrêt. Cela va prendre probablement des années, mais il faut prendre en compte encore une fois que si ce travail a été fait plus tôt, ce qui s'est passé en 2023 ne serait pas intervenu. Alors certes, nous n'allons pas immédiatement, il n'y a pas de super-héros du droit international, il n'y a pas des personnes avec des capes qui sont capables du jour au lendemain de résoudre des situations. Si c'était le cas, ils se seraient fait éliminer beaucoup plus rapidement, malheureusement, parce qu'ils iraient contre trop d'intérêts de personnes puissantes. Mais avec beaucoup d'humilité, ce que l'on essaye de faire, c'est de créer un entonnoir dans lequel il leur soit impossible de s'en sortir. Donc en fait, on travaille pour éviter des victimes de demain, plus que dans l'espoir d'obtenir réparation pour celles d'aujourd'hui, parce que nous savons que la situation est très compliquée. Et dans ces circonstances-là, oui, je suis convaincu que si cet effort est poursuivi, et si nous avons l'appui d'États, alliés, et ainsi de suite, qui viennent se dire que cela vaut la peine de poursuivre ce chemin et de mettre l'édifice international face à ces contradictions, je pense que nous pouvons aller très loin. Maître Juan Branco, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé aussi généreusement de votre temps. Merci beaucoup, maître. Merci à vous. Merci. Juan Branco est avocat, il a été assistant spécial du procureur de la Cour pénale internationale.
Malgré le coût humain terriblement élevé lié aux graves violations du droit international par une armée d'occupation, aux actes génocidaires, les 27 États membres de l'Union européenne n'ont pas été en mesure de parvenir à une position unanime condamnant les crimes de guerre commis par cette entité. En dépit de cette difficulté par ailleurs handicapante, certains États, dont la Belgique, se sont démarqués et ont dénoncé la destruction de Reza, appelant à reconnaître l'État de Palestine. هدفنا الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والرسالة التي تحملها بعثتنا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي هو أن يتوقف القتال، ونقول لإسرائيل إن قتل المدنيين وتدمير غزة غير مقبول. Avec nous en ligne, Monsieur Fouad Haïdar. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes député bruxellois et président du Parlement de la communauté flamande de Bruxelles. Monsieur Fouad Haïdar, à partir du point de passage de Rafah, le Premier ministre belge a appelé au respect du droit international. Je pense qu'il était temps que, justement, le Premier ministre et le ministre espagnol, ils ont été tous les deux jusqu'à la frontière de Rafah, ce que moi j'ai fait aussi à plusieurs reprises. Et je trouve que c'est une très très bonne chose que les gens se réveillent en sachant effectivement que le gouvernement israélien est un gouvernement criminel qui commet des massacres tous les jours. Et il était temps, effectivement, que quelques pays européens se distinguent en disant « stop, ça suffit ». On ne peut pas accepter, parce qu'il y a, soi-disant, il y a eu une attaque le 7 octobre du côté israélien, mais pour moi ce sont des territoires occupés. Oui. Et donc aujourd'hui, Israël a le droit, soi-disant, sur la liberté de défense ou de se défendre, de pouvoir massacrer des populations entières. Je pense que les gens se réveillent de plus en plus. C'est fini de nous parler de ce qui s'est passé le 7 octobre. Il faudrait parler de ce qui se passe depuis 75 ans dans ces territoires. Je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai dit dans une vidéo, j'ai dit que c'était un boomerang. Avant de jeter une pierre sur quelqu'un, il faudrait voir s'il n'y a pas son nom dessus. Je pense que ce qui est aujourd'hui à Israël, c'est ce qu'elle a semé pendant 75 ans. C'est soit ils sont vraiment en train de négocier pour avoir un accord de paix. Alors tout le monde doit y travailler, mais en même temps les Européens doivent prendre la responsabilité et condamner Israël quand il le faudra. Ou bien à ce moment-là, c'est une avalanche de violence qui va continuer à pourrir la situation dans ce côté du monde et ça, il n'y a personne qui le veut. Monsieur Fouad Haïdar, les capitales européennes ne font pas ce que vous dites. Ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Ils ont pris parti pour cette occupation. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il était temps, justement, c'est ce que j'ai dit au début de mon intervention, il était temps qu'ils voient effectivement qu'il y a un problème. Et tôt ou tard, les gens verront. On peut rester aveugle combien de temps? Aujourd'hui, vous savez, Israël s'enfuit à chaque fois grâce à un mot magique qui s'appelle le veto. On a beau se rassembler pour discuter avec les États membres, que ce soit au niveau de l'OTAN, des Nations Unies, ou que ce soit du Conseil de sécurité, à chaque fois, ils s'en sortent. Parce qu'il y a un mot magique qui s'appelle le veto. Parce qu'il y a un pays qui lève sa main au bout de 30, 40, 10 jours de négociation, on se lève, ah non, moi c'est veto, donc on ne touchera pas à Israël. Ce mot magique doit disparaître. C'est un État criminel qui est en train de massacrer des populations et elle doit être entendue. Aujourd'hui, on essaie de bouger les marges. Nous aussi, de l'autre côté. Moi, je suis aussi parlementaire. Je suis président d'une entité parlementaire. Oui. Donc, j'essaie de mon côté, essayer de bouger les lignes. Ce n'est pas évident. Et vous comprenez bien que quand j'entends notre Premier ministre du gouvernement qui vient, qui dit qu'il y a un problème avec l'attitude d'Israël, c'est déjà un pas vers la bonne direction. Maintenant, il faut continuer. Il ne suffit pas de faire des déclarations de parole. Il faut à un moment donné se dire, j'ai condamne, ok, et puis je fais quoi? C'est de rappeler que tous les pays européens doivent comprendre qu'ils doivent absolument rappeler leurs ambassades, couper les accords de coopération avec ce pays, et s'il faut malheureusement à un moment donné utiliser la force pour faire plier Israël. C'est la seule chose qui pourra faire être entendue. Vous savez, madame, moi j'ai été 8 fois là-bas sur place. J'ai ramassé des corps déchiquetés de mes propres mains. Moi, il n'y a personne qui va me parler, qui va me dire, oui, j'ai vu dans la presse, dans les médias ou je ne sais quoi. J'étais sur place. J'étais, madame, dans le premier bateau où il y a eu les 9 personnes turques qui ont été tuées en 2009 quand il y a eu le plan d'Ursie. J'étais dans le premier bateau. On nous a arrêtés à 20 km de la côte de Gaza. On nous a dit si on faisait un pas supplémentaire, ils allaient exploser le bateau. Alors que nous sommes dans les eaux internationales. C'était le bateau de la fraternité qui transportait des médicaments, des jouets, des produits alimentaires et qui faisait route vers Reza en provenance du Liban. Le piratage a eu lieu dans les eaux internationales. Israël ne respecte ni les eaux internationales. Elle ne respecte ni la mer, ni la terre, ni les cieux. Elle fait un embargo
sur tout. Et ils isolent ces gens et c'est eux qui ont le droit de vie ou de mort sur les Palestiniens. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc aujourd'hui, j'ai une lueur d'espoir en voyant le Premier ministre, en espérant, puisque c'est pas la même fraction politique, mais c'est quand même les libéraux, Oui. le président du Conseil européen, c'est quand même quelqu'un de la Belgique, c'est Charles Michel. Aujourd'hui, est-ce que la Belgique peut faire la différence? Je pense que oui. Je pense qu'il faut absolument que ce petit chouïa qui existe aujourd'hui, j'espère qu'il ouvrira la porte à d'autres pays qui diront aujourd'hui stop, ça suffit. L'Irlande l'a déjà fait, la Belgique veut suivre. Aujourd'hui, il y a l'Espagne, demain peut-être l'Italie, et on continue. La France a craqué à un moment donné et puis elle est revenue sur ses paroles, mais je pense que petit à petit, le monde entier doit le voir. Mais la deuxième chose que je voudrais vous dire, madame, très rapidement, c'est que la Palestine, madame, ils ont 500 millions de voisins. Ils ont 500 millions de voisins, madame. Et s'il n'y a bien qu'un pays qui doit intervenir, ce sont d'abord peut-être les voisins. Les voisins doivent faire leur travail. Comment est-ce possible que l'Égypte et les autres pays à côté, je dirais à un moment donné, il faut apporter son soutien, mais on peut faire des manifestations, et puis quoi? J'ai envoyé de l'argent, madame, et puis quoi? On a fait des déclarations aux Nations Unies, et puis quoi? J'ai déposé des résolutions moi-même, madame, à la région de cette capitale, elles n'ont servi à rien. Ils ne respectent aucune résolution, donc on fait quoi? Pour moins que ça, madame, on était à côté de l'Ukraine pour presque envahir la Russie. Mais ça, ils le feront jamais. Mais c'est pour vous dire simplement que pour moins que ça, nous déclarons la guerre à des pays dans le monde entier. Permettez-moi de vous retourner la question. Maintenant, on fait quoi? Non, mais moi, je vous dis, moi, je demande, vous avez raison, c'est de dire aujourd'hui, de rappeler d'abord tous les ambassadeurs, de couper les relations économiques et culturelles, les accords d'association que nous avons avec Israël, et c'est ce que nous demandons au Parlement bruxellois. On veut démarrer, il faut que les gens commencent à bouger. On voit très bien que ces gens ne respectent aucune résolution. Et donc, à partir du moment où on voit qu'il n'y a aucune résolution qui soit respectée, même les résolutions des Nations Unies, je pense qu'il y a une seule chose qui reste à faire, malheureusement, c'est la force. Et c'est dur de parler comme ça. Je déteste la violence, madame. Je ne pourrai jamais utiliser la violence. Mais je le répète et je le répéterai jamais assez. Malheureusement, à Bruxelles, nous donnons des armes à des policiers. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, peut-être après sommation, ils devront intervenir. Aujourd'hui, Israël a l'impression qu'elle a l'impunité totale, qu'elle est au-dessus des lois et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Aujourd'hui, il y a un signal qui doit être apporté pour dire ça suffit. Est-ce que vous êtes fort du soutien populaire? Est-ce que les manifestations populaires qui se déroulent vous amènent un apport considérable ou suffisant? Les manifestations, il y en a depuis 75 ans. C'est très bien, ça nous donne le sentiment, effectivement, surtout pour les gens là-bas, pour dire, écoutez, on est en train de bouger la masse. Mais cette masse, elle rentre chez elle après le soir et elle s'occupe de ses préoccupations. Je pense que c'est très bien qu'il y ait des manifestations, on voit qu'il y a de la colère, ça bouge, ça va faire bouger les lignes. Chaque chose est utile à faire. Ça peut aussi discréditer le discours politique. Pourquoi? Parce que les masses disent le contraire des politiques. Quand le politique dit soutenir vaille que vaille Israël et que les populations disent que la population palestinienne est en train d'être exterminée par une armée génocidaire, est-ce que ce n'est pas de discours qui vont dans des sens parallèles? Vous avez raison à ce niveau-là, comment on met la pression? Vous savez, madame, quand on organise des manifestations, c'est qu'il y a des raisons. Moi, j'ai commencé d'abord en tant que militant, presque syndicaliste, pas vraiment syndicaliste, mais un militant, et j'en ai organisé des manifestations. Et on sort dans les rues. Et il y a une proposition du gouvernement on veut faire plier. Et après, on s'assied autour de la table, on nous dit, écoutez, arrêtez, asseyez-nous et trouvons une solution. Et ces pressions populaires qu'il y a dans la rue peuvent changer le sens. On le voit dans certains pays. Et donc aujourd'hui, toutes les manifestations se valent, mais il faut voir dans quelle direction on le fait. Si c'est pour juste se déstresser, aller dans la rue pour dire, vous avez vu, j'ai bougé, j'ai crié, vive la Palestine et puis je rentre chez moi avec tous mes problèmes, c'est pas ça l'objectif. Je dis, c'est de dire aujourd'hui comment je mets la pression sur mon gouvernement qui effectivement prend pas le chemin sur lequel la population veut qu'il prenne le chemin. Et donc aujourd'hui, on voit effectivement qu'il y a des politiciens qui tout doucement se rallient en se disant, il y a peut-être quand même un problème. C'est pas possible. Il peut y avoir une personne imbécile, 10 imbéciles, 100 imbéciles, 100 000 imbéciles. Mais il peut pas y avoir des millions de gens qui sont tous des imbéciles, qui croient au complot et qui voient des images qui sont complètement trafiquées. C'est qu'il y a quand même quelque chose derrière tout ça et ça réveille les consciences et je pense que les manifs réveillent les consciences. À nous d'aller beaucoup plus loin, ça n'a pas seulement de réveiller les consciences, mais de prendre des décisions qui feront plier Israël. Maintenant, cet État, il existe, il est là, il doit reculer, il doit dégager des territoires occupés. On sait très bien que 650 000 colons se sont installés les dernières années. Donc aujourd'hui, comment tu veux discuter de paix? Comment tu veux négocier avec moi alors que tu es en train de massacrer ma population et tu me prends tous les jours des territoires supplémentaires? Vous savez, quand on veut faire la paix, on discute, on est à deux. Mais il faut savoir qui est ton partenaire de table. C'est ça. Alors aujourd'hui, il y a un mouvement qui est là, qui est un mouvement politique qui a gagné les élections, qui s'appelle le Hamas.
Alors s'il y a une branche armée dedans, il faudra voir avec qui tu négocies. Et il faut négocier avec le gouvernement. S'il y a des actes qui sont commis, qui sont inacceptables, il faut les condamner. Moi, nous, chez nous, en islam, parce que moi, je suis peut-être politicien belge, mais je suis aussi musulman. Donc, nous n'avons pas la politique de dire œil pour œil, dent pour dent. Tu as tué mon fils, je vais tuer ton fils. Ça n'existe pas chez nous, ça. Nous, on veut négocier, on veut discuter, on veut parler, mais avec quel partenaire on le fait? Pas avec quelqu'un qui massacre ma population, qui m'affamine, qui me laisse crever de soif et qui regarde de haut et qui vous dit aujourd'hui, on va négocier, mais d'abord je vais vous bombarder pendant 40 ou 50 jours, quand on vous aura bien affaibli, qu'on vous aura bien écrasé et qu'on aura tué la moitié de votre population, alors on discutera avec vous. Ça, c'est pas comme ça qu'on discute, c'est pas comme ça qu'on négocie. Alors moi, je fais un appel d'abord aux 500 millions de voisins qui sont autour de cette région et demander à les pays au niveau international, mais certainement les pays européens et d'abord mon pays, la Belgique, de faire avancer les choses. Et donc on le fait. Et il y a une petite brèche qui s'est ouverte. On va se faufiler pour passer le pied et le reste du corps s'il faut. Monsieur Fouad Haïdar, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Bien à vous. Merci beaucoup, madame. Fouad Haïdar est député bruxellois, président du Parlement de la communauté flamande de Bruxelles et il était avec nous à partir de Bruxelles. يجي يشوف حالتنا يشوف أولادنا كيف مرتمين في الصفوف قاعدين على البلاط لا في فراش ولا أكل ولا مي ولا كهرباء هذه حياة هذا حصار هذا أكبر حصار هذا أعظم حصار لإسرائيل بقول يعني يشوفنا كيف عايشين هنا مرميين لا بنروح بنلعب ولا بنضحك ولا بنتعلم ولا بنحضر برامج أطفال بفتح التلفزيون بلاقي كله تشييع جنازات وطخ وموت وحرب دبابات واجتياح بلاقيش برامج أطفال أتسلى أتعلم منهم بلاقيش رسوم متحركة ألعب أتفرج علينا أتسلى كل تشييع جنازات ولا حاملين شيء بطخه احنا هنا لا في أكل ولا مي ولا شرب ولا إشي احنا هنا مرميين احنا علينا حصار ولا بناكل ولا بنشرب ولا إشي بيسوونا ولا بيفتحوا المعابر حتى يعبرنا أكل أو أشياء. Dans une énième tentative de déstabilisation, l'armée d'occupation a enfreint les règles de la trêve en introduisant ses blindés dans le nord de la bande de Reza. Jamais le gouvernement Netanyahou n'a voulu ouvrir une discussion politique. Sans horizon politique, on va vers une tragédie. Ces propos sont ceux du directeur de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient et de la revue Confluence méditerranéenne, Jean-Paul Chagnoulou. Ce spécialiste du monde arabe évoque également les assassinats ciblés de Palestiniens pour entraver tout processus politique. Chagnoulou précise comment cette stratégie immorale et dangereuse est adoptée, dit-il, par Israël. Fin 2013, en dépit de la trêve signée le 21 novembre, une trêve signée dans les mêmes conditions que la toute récente. Fin 2013, une trêve est donc signée avec le Hamas, mais celle-ci est suivie par de multiples raids contre Reza, une manœuvre qui constitue un obstacle majeur encore aujourd'hui. Avec nous en ligne, Monsieur Jean-Paul Chagnoulou, merci d'accepter notre invitation. Vous expliquiez dans un article comment le Shabak a fait assassiner près de 300 personnes, 300 Palestiniens, pour entraver notamment les processus politiques. C'était vraiment l'idée de casser le mouvement de résistance qu'il y avait à ce moment-là dans les territoires occupés. Je pense que c'était pas du tout comme la première intifada. Là, il s'agissait d'une véritable intifada armée. Cette intifada a fait des milliers de morts. Il y a eu près de 4000 morts du côté palestinien et environ 1 millier du côté israélien. Donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement dur. Et dans ce cadre-là, il s'agissait d'assassiner, il n'y a pas d'autre terme, j'insiste sur ce sujet-là, assassiner les militants les plus engagés et les leaders les plus engagés. Il y a eu quelques exceptions, il y a eu des leaders qui n'ont pas été assassinés, je pense notamment à Marwan Barghouti. Oui. Ils ont choisi de le prendre, c'était en 2002, et de le mettre en prison. Il est toujours en prison aujourd'hui. Il est à perpétuité s'il n'y a pas des bouleversements politiques. Il y a eu également des tentatives d'assassinat ratées, telles que la tentative d'assassinat de Khaled Mash'al. Alors là, c'est antérieur, mais effectivement, là, c'était à l'étranger. C'est
C'était une situation où effectivement le Mossad a manqué son affaire, ou plutôt il a réussi, mais comme ça se passait à l'étranger, en Jordanie en l'occurrence, il y a eu un bras de fer diplomatique pour qu'immédiatement on puisse soigner Meshal qui avait été empoisonné. Et donc, ça a été réglé sur le plan politique. C'était pas raté, mais ça a été en fait contré par la position très ferme qu'a eu à ce moment-là la Jordanie quand ça s'est passé en Jordanie. Vous évoquez aussi, Monsieur Chaniolo, vous évoquez Yahya Ayesh, un des chefs militaires du Hamas, assassiné le 5 janvier 1996 par une mini-bombe placée dans son téléphone portable, expliquant en filigrane qu'il s'agit d'une volonté délibérée de stopper les processus politiques engagés. Vous voyez, c'est très important quand on parle d'assassinat ciblé, c'est de recontextualiser. Et c'est important de donner l'année, comme vous venez de faire à l'instant, 1996, c'est-à-dire à un moment où c'était quelques mois après l'assassinat de Rabin, en novembre 1995, assassinat par un Israélien extrémiste, a ouvert une période d'incertitude. Et là, les Israéliens ont décidé de mettre un terme à un processus et donc de faire de la provocation. Ça a été une provocation, incontestablement. Il y a eu également d'autres assassinats. Vous citez Raad Karmi, tué le 14 janvier 2002. Là encore, vous expliquez le choix du moment qui, écriviez-vous, était déterminant, puisqu'un mois plus tôt, Yasser Arafat, précisez-vous, avait annoncé sa volonté d'instaurer un cessez-le-feu. Vous précisez que le Shabak, qui n'avait pas réussi une première fois à éliminer Karmi, est revenu à la charge pour convaincre Ariel Sharon de le faire exécuter. Il faut bien comprendre aussi que la décision d'assassiner est une décision politique la plupart du temps quand il s'agit de personnages importants, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc il y a forcément des options politiques différentes, mais à mon sens, l'assassinat ciblé, la plupart du temps, ne freine en aucun cas un mouvement de cette ampleur. Je crois que les forces politiques en Israël, qui étaient sous l'égide de Sharon et globalement de la droite et de l'extrême droite, comme ne voulaient plus d'Oslo. C'est ça l'idée fondamentale à partir de 2001-2002. Ils ne voulaient plus d'Oslo. Ils disaient même que Oslo n'était pas la solution, mais le problème. Et si on revient, si vous me permettez un instant, sur l'Algérie, la France a commis des assassinats ciblés de grands leaders algériens. Ce sont des hommes qui auraient pu évidemment être des interlocuteurs politiques de grande importance. Et on a choisi délibérément de les assassiner. On pense qu'en supprimant les hommes qui se dressent contre une oppression, on pense qu'on va pouvoir casser un mouvement. Au pire, on gagne un peu de temps, mais finalement, on en perd beaucoup. En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, les gens qui voulaient, notamment au Hamas, assumer une résistance, mais qui étaient aussi capables de faire des ouvertures politiques, eh bien, on les a supprimés. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une impasse totale 20 ans plus tard. Il n'y a jamais eu autant de colonisation et aussi de morts, parce que là, on parle d'assassinats ciblés, c'est-à-dire qu'on vise un certain nombre de responsables politiques, de militants politiques, de cadres, globalement, mais depuis le début de l'année, il y a eu des dizaines et des dizaines de Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne, et ce ne sont pas des assassinats ciblés, ce sont des assassinats tout court contre ceux qui se lèvent contre une occupation et une colonisation. Monsieur Chaniolo, quand les capitales occidentales parlent de la volonté d'Israël, je les cite, de faire la paix, et que c'est les Palestiniens qui entravent ce processus, ce serait quoi ? C'est un mensonge pur et simple, une hypocrisie totale, il n'y a pas d'autre terme, c'est pas vrai. Le gouvernement israélien, surtout les gouvernements depuis une bonne dizaine d'années, récusent l'idée même d'une perspective politique de règlement du conflit israélo-palestinien. Ils ne veulent pas d'un État palestinien, et ils veulent absolument, disons, consolider leur situation de dominant et accélérer, comme ils le font depuis 10 ou 20 ans, une colonisation de tous azimuts, ça on le voit bien. Et donc les chancelleries occidentales qui pourraient prétendre qu'Israël souhaite la paix, il faudra comprendre que cette paix est une paix israélienne, c'est-à-dire une paix d'occupants, et qui n'a aucune chance à terme de pouvoir se maintenir, consolider une domination par la colonisation et bien entendu avec le moyen de l'occupation. Et quand on parle de l'occupation, ça signifie une occupation militaire. Et quand on parle d'une occupation militaire, ça veut dire que la violence est présente quotidiennement et qu'en particulier, il y a des textes israéliens très clairs qui donnent des grandes facilités aux soldats de l'occupation de tirer lorsqu'ils s'estiment en danger. Et ce danger est évidemment évalué de manière parfaitement subjective, ce qui conduit à ce que des jeunes Palestiniens ou des moins jeunes ou des journalistes soient tués. Voilà la réalité. L'occupation signifie qu'on peut tuer librement. Alors, on n'est plus dans les assassinats ciblés. C'est une espèce d'arbitraire
du meurtre. On peut tuer en toute impunité et c'est bien ça le grave problème aujourd'hui et qui est totalement ignoré par l'Occident, surtout aujourd'hui dans cette période très particulière. Après que les hiérarchies politiques et militaires aient donné leur accord, faut-il le préciser? Non, parce que c'est plus compliqué. Dans les assassinats ciblés, il y a une décision qui est prise à un échelon plus ou moins important sur le plan politique selon l'importance de la décision à prendre. Oui. Mais en ce qui concerne les soldats dans le territoire occupé de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, oui, c'est un texte qui permet aux soldats de tirer en toute impunité dans bien des circonstances. Et par conséquent, ça leur donne une sorte de certificat d'impunité. C'est ça. Et donc, ils tirent à vue. Là, c'est une décision globale qui est prise et qui permet à l'armée d'occupation de tirer quelquefois sans aucun discernement. Elle s'inscrit dans ce contexte. Merci infiniment, Monsieur Jean-Paul Chagnollaud, d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Jean-Paul Chagnollaud est professeur émérite des universités, spécialiste de la question palestinienne, directeur de la revue Confluence méditerranéenne. Il y a eu des cas où on a tiré sur des Palestiniens, vu des cadavres, frappé, giflé des Palestiniens quand ils étaient amenés à la base. Et je pourrais continuer. Mais en fait, ces moments où on entrait dans les maisons de gens en pleine nuit en leur prenant leur dignité, ce sont ceux-là qui m'ont vraiment affecté. On lâche des tonnes de bombes sur des maisons et on tue des familles entières. L'été dernier, après la guerre à Gaza, les soldats ont commencé à venir nous trouver pour nous raconter ce qui s'était passé, nous parler des règles de l'engagement, des ordres sur la façon de faire feu sur les gens, sur les civils, sur tous ceux qui se trouvaient là. Et les soldats ont commencé à nous en parler et nous avons écouté des choses auxquelles nous n'avions jamais été exposés. Les ordres qu'ils ont reçus étaient très simples. Il n'y avait pas de civils dans la bande de Gaza lorsqu'on y combattait. Un petit exemple peut-être, des soldats de bataillons armés nous ont dit qu'ils avaient reçu des ordres de la part d'officiers disant que s'ils voyaient une personne autour d'eux, dans un rayon de 300 à 500 mètres, à l'endroit où ils étaient positionnés, ils avaient le droit de tirer pour tuer. C'est devenu, en des termes amusants que les soldats eux-mêmes nous ont livrés, comme un jeu vidéo. La question du sort des innocents n'a jamais été évoquée. Et quand ça l'a été, c'était pour dire qu'il n'y avait pas d'innocents là-bas, que tous étaient nos ennemis. Voilà la phrase que notre commandant répétait sans cesse. Où que vous soyez, s'il y a quelqu'un, eh bien c'est votre ennemi. Cette émission arrive à son terme. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Mariam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.